sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter la nouvelle saison du podcast. Je l'ai intitulée Lifeguard, comme les maîtres nageurs et les maîtresses nageuses qui nous apprennent à flotter, à nager, bref, à naviguer notre vie et donc notre carrière un peu plus sereinement. Pour la première personne qui nous rencontrera au bord du bassin sur le petit transat Our Millennials Today, nous allons rejoindre Isis, qui a créé les nouveaux travailleurs il y a quelques temps déjà. Vous allez le découvrir pendant le podcast, mais Isis n'est pas qu'entrepreneuse. Elle a une multiplicité de casquettes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'aller la rencontrer pour pouvoir parler multipotentialité et différentes activités. Je vous laisse en découvrir plus dans notre conversation. Bonne écoute! Merci beaucoup Isis de me rejoindre aujourd'hui pour cet enregistrement. C'est ultra chouette de pouvoir parler multipotentialisme avec toi. Et avec plaisir. Merci à toi. Un peu en traître, mais j'avais préparé une question que je pose souvent à la fin, mais que j'oublie tout le temps. Ok. Par cette question. D'accord. Ça m'intéresse toujours beaucoup, c'est la fameuse quand tu étais plus petite, tu voulais faire quoi quand tu allais devenir plus grande? Alors moi, je me rappelle petite, c'est-à-dire en primaire, en gros, je me rappelle que j'avais 3 idées de métier qui étaient archéologue, fermière et institutrice, maîtresse d'école. Ok, c'est marrant. Et c'était vraiment trois métiers qui, j'allais dire pas qui n'ont rien à voir, mais qui sont plus sur la culture. Ouais, fermière, je sais pas, mais je pense que chacune représente un peu une facette, parce que archéologue, je pense que c'est mon côté un peu détective, investigatrice. Le fermière, c'est parce que j'aime bien les animaux et la nature, et enseignant, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est expliquer des choses aux gens. C'est génial. Mais c'est aussi une parfaite introduction au sujet d'aujourd'hui qui est le multipotentialisme. Ouais. Puisqu'effectivement, ce sont 3 activités différentes. Et donc, est-ce que peut-être avant de plonger aussi dans toutes ces questions de multipotentialité, tu pourrais un peu me rappeler ton parcours et m'expliquer un peu comment t'en es arrivée justement à aujourd'hui accompagner des gens à se réaliser? Ok. Alors, je vais partir du bac parce que souvent c'est ce qu'on raconte. J'ai fait un bac économique et social. Après ça, je savais pas du tout quoi faire et je me sentais pas du tout prête à rentrer dans le monde du travail. Donc, j'ai fait une prépa pour rester dans le cadre scolaire. Cette prépa était toujours dans le domaine un peu économique. J'ai décidé de rentrer en école de commerce parce que la prépa était un peu trop abstraite. C'était pour rentrer à l'école normale supérieure de Cachan. C'était trop abstrait pour moi comme façon de penser. Donc, l'école de commerce, c'était un moyen de me rapprocher de quelque chose de plus concret. Mon projet professionnel en rentrant en école de commerce, c'était plutôt autour de l'environnement et donc essayer de travailler dans une grande entreprise de l'environnement ou dans les énergies renouvelables, quelque chose comme ça. Finalement, dans mes études, j'ai fait un stage autour de ça, mais après j'ai fait des stages plutôt en start-up et plutôt orientés dans le web. Et finalement, en sortie d'école, j'étais plutôt spécialisée entre guillemets dans le web marketing en termes de métier et dans les startups en termes de, on va dire, de secteur, même si les startups ça peut être assez vaste. Et j'ai eu un CDI pendant 13 mois et que j'ai arrêté sous rupture conventionnelle pour lancer, pour pouvoir davantage consacrer de temps à 2 projets entrepreneuriaux que je faisais déjà en parallèle de mon CDI, qui était mon projet actuel, Les Nouveaux Travailleurs, et un autre projet, Pack Your Skills, à l'époque, sur lequel je travaillais en associé avec quelqu'un d'autre. Et finalement, au bout de 9 mois à travailler sur les 2 projets, j'ai décidé d'arrêter de m'investir sur Pack Your Skills et de passer à 100% sur Les Nouveaux Travailleurs. Et ma motivation principale, c'était que je voulais devenir blogueuse professionnelle parce que j'y voyais la possibilité d'être assez libre de mon emploi du temps, de pouvoir voyager en même temps, d'être entrepreneur et donc de pouvoir faire tous les projets qui me plaisaient. Et j'ai d'abord choisi de devenir blogueuse avant de choisir de quoi j'allais parler. Et j'ai trouvé le sujet finalement via ma vie professionnelle, puisque j'avais eu l'opportunité dans mon CDI de travailler en télétravail à 100%, ce qu'en anglais on appelle le remote.
Et j'avais adoré cette expérience. Et donc, je me suis dit, mais c'est dommage qu'on n'en parle pas plus à des étudiants d'école de commerce, parce que je pense que clairement, je suis pas la seule qui pourrait apprécier cette façon de travailler. Je pense qu'il y a au moins 20% des gens qui kifferaient. Et donc, j'ai commencé à parler de ça. J'ai commencé à parler du nomadisme digital, qui est du coup le fait de travailler en voyage, enfin, de voyager et travailler en même temps, souvent via des métiers du web qui se font à distance. Et j'ai parlé des slashers, qui est une sous-catégorie des multipotentiels. Mais je connaissais pas le terme de multipotentiel à l'époque. Donc, les slashers, c'est le fait d'avoir plusieurs activités en même temps. Et puis bon, après les nouveaux travailleurs a évolué. Je suis intéressée par l'épanouissement professionnel, voilà, moi j'avais pas envie d'être dans un travail qui me plaisait pas. C'est important pour moi d'aimer ce que je fais au quotidien. Donc j'ai continué à parler de sujets autour de ça. Et puis derrière, j'ai commencé à créer d'autres projets, notamment le podcast Célibataire, donc qui est pas du tout sur le thème professionnel, mais plutôt des relations, mais plus spécifiquement d'être bien en tant que célibataire. Et puis là, je commence un peu à développer un projet autour du sport, puisque je me suis mise à la corde à sauter de façon assez sérieuse. Et bon, voilà, j'ai créé un compte Instagram. Je sais pas trop où ça va me mener. Je fais aussi de la musique. Donc voilà, c'est pour le côté un peu multi, justement. Voilà où j'en suis. Trop bien, merci. Mais oui, c'est vrai, du coup, je vais revenir sur ce que tu disais, justement, sur le fait que tu bloguais pour les personnes qui voulaient se lâcher. Et que c'était une sous-catégorie justement des multipotentiels, mais est-ce que tu pourrais peut-être aussi nous rappeler un peu ce qu'est le fait d'être multipotentiel et me dire, ce que c'est une question que je me posais aussi quand je t'ai écrit, c'est savoir toi à quel moment tu avais eu un peu ce déclic mais au fait, je suis multipotentiel, ou qu'est-ce que la multipotentialité? Ok. Alors la réponse va pas être tout à fait courte. Donc t'inquiète pas. déjà, on va dire pour la définition un peu théorique, moi multipotentiel, c'est un terme que j'ai découvert via la conférence TED de Emily Wapnick, qui parle de ce terme-là et qui explique que les multipotentiels, en gros, sont des personnes qui ont plein de centres d'intérêt différents, donc qui ont tendance à être dans la multiplicité dans leur activité pro et ou perso. Et souvent qui vont avoir tendance à, quand elles s'intéressent à un sujet, plonger à fond dedans, peut-être devenir limite experte du truc pendant un temps, puis se désintéresser du sujet et passer à autre chose. Ça, c'est un peu la définition théorique. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce mot, je me suis pas reconnue. Donc, notamment, c'était au début, donc en 2018, quand je parlais des slashers, je me reconnaissais comme slasheuse parce que factuellement, j'avais plusieurs activités, mais je me reconnaissais pas comme multipotentielle parce que j'avais pas l'impression d'avoir ce côté, je plonge à fond, puis je me désintéresse et j'arrête. Okay. Et j'ai redécouvert ce mot fin 2020. Et quand je l'ai relu, je pense que j'avais évolué dans mon entrepreneuriat depuis. J'avais eu le temps de me rendre compte que peut-être je voulais pas faire vendre tout le temps la même formation en ligne. Je voulais peut-être pas faire que de la formation et du coaching. J'ai commencé à avoir d'autres idées. J'ai eu de plus en plus d'idées et d'envies. Et je pense que j'étais beaucoup plus dans ma multiplicité à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que ça me parlait beaucoup plus comme mot. Maintenant, pour nuancer ça, je dois dire que ce mot me pose problème quand même. Moi, c'est un mot que j'affectionne pas trop parce que j'ai un peu l'impression, si je dis que je suis multipotentielle, que les autres ils sont quoi, ils sont pas potentiels, tu vois. J'ai un peu du mal avec le mot potentiel qui est dedans, même si ça a vocation à être positif. Et en plus, je trouve que les contours de cette définition sont pas très précis. Et finalement, parfois, quand tu le décris, un peu n'importe qui peut se retrouver dedans. Donc voilà, je fais un peu attention à ce mot. Je trouve que c'est un peu difficile de savoir qui est potentiel, qui ne l'est pas. Pour moi, l'idée, c'était de dire, si on te dit un peu la définition et que tu te reconnais, c'est que tu l'es en gros. Mais le truc, c'est que moi, en plus, du fait de mon activité, j'ai tendance à attirer les personnes qui sont comme moi. Donc, parmi mes lecteurs, la majorité des personnes avec qui j'interagis, même, je dirais que c'est 95% des personnes avec qui j'interagis, sont dans cette multiplicité. Donc, je développe un peu la croyance que peut-être tout le monde est comme ça. Mais il y a des personnes qui me disent que non, parce qu'elles côtoient des personnes qui sont pas comme ça et que c'est sûrement juste parce que j'attire ces personnes-là, en fait. Ah, mais c'est très intéressant parce que effectivement, moi j'en étais arrivée un peu à la même conclusion que toi, parce que j'ai l'impression que la définition est tellement floue de cette multipotentialité que finalement on a tous des intérêts divers, on a tous envie de creuser différents sujets,
Et c'est pour ça que j'ai du mal à un peu mettre le doigt sur ce qui fait le fait que quelqu'un est multipotentiel avec un milliard de guillemets ou non. D'autant plus qu'on lit souvent ça, tout ce qui est hypersensibilité, le concept, j'allais dire d'être zèbre aussi. Et donc j'ai l'impression que des fois c'est un peu péjoratif comme terme, mais une tambouille qui fait que chacun peut un peu s'y retrouver si on a envie ou non. Et ça me laisse pas toujours avec un aperçu très positif, je dois dire. Et donc c'est assez rassurant de se dire que toi aussi, en étudiant de l'intérieur, t'as ce même ressenti et cette même expérience. Ouais, bah après, on peut parler des différents. Il y a différentes façons d'être multipotentiel. Enfin, je sais que tu m'avais envoyé cette question, donc je sais pas si tu veux qu'on l'aborde maintenant, mais il y a différentes façons. Et moi, je me suis un peu spécialisée je me suis rapprochée, on va dire, de une façon d'être multipotentiel. Ok. Mais écoute, oui, on peut en parler maintenant parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intrigue vraiment dans tout ce concept de multipotentialité, c'est que j'ai l'impression que c'est pas que t'as pas d'autodiagnostic ou de façon de vraiment pouvoir mettre un doigt dessus, mais la manière dont les gens vivent un peu leur vie et donc leur vie professionnelle, j'ai l'impression que c'est assez fluide. Donc t'as des phases où t'as envie de creuser certains trucs, d'autres pas du tout. Et c'est pour ça que je me demandais pourquoi on disait multipotentiel alors que c'est peut-être plus des questions de périodicité et de cycle, plus que des questions de vraiment de... Enfin, je sais pas si on dit de personnalité intrinsèque. Donc du coup, ouais, ça peut peut-être être des cycles. Moi, peut-être ce que je peux dire, c'est quelques exemples de façons que j'ai eu de penser par le passé qui me laissent penser que j'appartiens à cette catégorie, entre guillemets, et que peut-être je suis différente d'autres personnes. Je me rappelle quand j'étais en dernière année d'école de commerce, on était dans un atelier de développement de projets professionnels et personnels. Et quelqu'un avait posé la question, quel serait votre futur professionnel idéal? Et j'étais la seule sur 40 à avoir répondu, mon rêve, c'est d'enchaîner les CDD. Et tout le monde m'a regardé avec des gros yeux en me disant, mais comment tu peux vouloir ça? Le CDI, c'est le Graal. Pourquoi tu veux pas un CDI? Et je disais, parce que moi, le CDI, cette notion d'infinité me fait peur parce que j'ai l'impression que ça va m'emprisonner, ça va m'enfermer dans un seul truc quand je sais qu'au cours de ma vie, j'ai envie d'en tester beaucoup plus. Donc, je pense que ça, déjà, en fait, je pense que les multipotentiels, c'est aussi en comparaison à d'autres personnes. Et c'est pour ça que moi, ça m'a marqué parce que j'étais la seule sur 40. Donc, quelque part, ça montre quand même une spécificité. Après, je pense que parmi les 40, il y en a peut-être qui ne s'avouaient pas qu'ils auraient voulu faire ça aussi. Ils étaient imprégnés des injonctions sociales, de le CDI, c'est ça qu'il faut. Et peut-être que moi, j'étais la seule à pour l'instant, avoir dépassé ça. Mais je pense qu'il y en a aussi dont c'était juste pas l'objectif. Et après, moi, globalement, dans ma vie professionnelle, dans chacun de mes stages, j'ai toujours rencontré un plafond et une limite qui était que mes managers ne me laissaient pas faire autant de choses que je le voulais. C'est-à-dire que moi, je demandais à travailler plus sur plus de projets et on me laissait pas faire avec la réponse que donc quand j'étais dans une grande entreprise, c'est pas dans ta fiche de poste et il faut pas que tu marches sur les plates-bandes des autres. En gros, fonctionnement en silo. On peut pas faire l'électron libre, aller un coup là-dessus, un coup là-dessus. C'est toi, ton truc, c'est ça. Dans un de mes stages, c'était t'as été recruté pour ça, tu fais que ça. Même si en plus, au bout de 5 mois, on avait prouvé que ça ne marchait pas et moi, j'apportais une solution d'ouverture j'étais business développeur, donc c'était pour faire des ventes, quoi. Et on n'a pas voulu me laisser faire ça. Et après, dans d'autres opportunités, c'était voilà, moi j'aurais pu faire plus que le projet de base qu'on m'avait confié parce que j'avais des idées, j'avais des envies, mais ils considéraient que faire autre chose, c'était une perte de temps et une perte de l'argent qu'ils me payaient, alors que moi je trouve que c'est plutôt l'inverse. Donc je pense voilà, il y a peut-être ce côté-là aussi pour moi qui est peut-être un peu particulier, le fait de pas réussir à rester dans les 4 murs dans lesquels on t'a demandé de te mettre. Et c'est de façon pas linéaire parce qu'en fait il y a des personnes qui pourraient vouloir évoluer, on va dire, vers l'avant ou vers le haut.
Donc ça, c'est plutôt une approche, je dirais, de carrière, c'est-à-dire se dire, voilà, je pars de quelque part et j'avance, je veux bouger, mais en avançant sur le même chemin. Alors que moi, c'était plutôt partir à gauche, à droite. C'était, de base, tu m'as mis là, mais je veux aussi aller voir à 2 kilomètres à gauche, à 5 kilomètres à droite, et pourquoi pas retourner voir derrière ce que vous avez fait, voir devant. Enfin, donc c'est un côté un peu plus chaotique et un peu plus à 360 degrés. Voilà quelques exemples. Et après, je veux bien que tu me rappelles si tu avais une question, parce que je suis partie dans mon explication. Ouais. Non, mais j'avais une question justement sur... tu parlais au tout début de plus de questions de construction sociale par rapport à la fois... Donc moi aussi, je digresse, mais par rapport à la fois, tu sais, au CDI, la fiche de poste que tu as et tu peux pas forcément en sortir. Et donc, je me demandais si t'avais pas aussi un peu cette auto-limitation qui venait en te disant t'as la sécurité qui peut venir de par le CDI, le fait d'avoir des tâches données. Et j'ai un peu, mais ça c'est aussi parce que j'adore les mèmes, mais j'ai vraiment une image d'un mème, peut-être que tu connais ce template où t'as quelqu'un qui sort c'est un petit blob en carré qui sort de sa case, qui se fait taper dessus et qui du coup re-rentre encore plus petit en se disant je vais jamais en ressortir. Et donc c'est marrant parce que ce que t'en dis, j'ai vraiment eu cette image qui s'est imposée à moi et je me demandais si justement t'avais pas un peu ces questions de formatage dans l'éducation, ou du moins, enfin moi je suis aussi de formation école de commerce, donc j'ai vraiment ce prisme-là, mais j'ai l'impression qu'on nous a beaucoup appris à réfléchir en termes de tu rentres, tu vas en sortir en étant soit marketeur, auditeur ou financier, financière. Et donc je me demandais justement si la manière dont tu avais vécu ton école, est-ce que tu as eu cette sensation peut-être de d'avoir un peu une limitation de tes possibles, et c'est pour ça que tu t'es dit en voulant plein de CDI, je me suis sentie différente, ou pas du tout? Alors, ce que je pense, c'est que de ce que j'ai compris du modèle économique de l'école de commerce, leur modèle économique, c'est d'avoir des entreprises partenaires. En gros, ils veulent que les entreprises partenaires recrutent. Et donc, en gros, ils ont intérêt à faire de nous ce que les entreprises attendent et ce qu'elles ont besoin de recruter. Donc, il y a un peu, l'école de commerce a un peu jugé parti parce qu'elle doit quelque part faire de nous ce que les entreprises attendent et à la fois quand même nous aider à nous développer. Donc, c'est un peu ça, et ça va pas forcément dans le même sens. Moi, je me suis pas vraiment sentie limitée, honnêtement, parce que je me suis pas spécialisée sur un parcours, parce qu'en fait les parcours que j'ai choisis dans mon école, donc je sais pas comment ça fonctionne dans les autres écoles, mais par exemple nous il y avait un parcours audit, donc tu pouvais te spécialiser là-dedans. Il y avait un parcours achat, tu pouvais te spécialiser là-dedans. Mais moi en première année j'étais en parcours trilingue, donc c'était pas une spécialisation par métier, c'était juste qu'on avait des cours dans 3 langues. Et en deuxième année, mais je crois qu'en première année de toute façon personne ne se spécialisait, tu pouvais choisir des options pour un peu jauger ce que t'aimais bien. Et en deuxième année, j'étais en parcours associatif, c'est-à-dire que j'étais un peu en alternance entre cours et mon association. Et l'association, quelque part, elle te permet de découvrir plusieurs métiers, parce que bon, tu fais toi ton poste, mais tu peux parler avec ceux qui font d'autres métiers, voir un peu de quoi il s'agit. Donc je trouve que c'est une façon d'explorer un peu. Donc je me suis pas vraiment sentie limitée. Mes stages, je les ai choisis et j'ai été très heureuse de ce que j'ai fait comme stage. J'ai été heureuse de mes stages. Et en dernière année, j'étais en master spécialisé entrepreneuriat. Donc pour moi, ça concordait complètement avec qui je voulais devenir. Le seul truc, c'est que c'était plutôt de l'entrepreneuriat tourné. C'était quand même plus start-up et peut-être PME, TPE, PME. Un petit peu moins, mais un peu comme ça. Et c'était, par contre, à aucun moment, on m'a enseigné comment devenir indépendante. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, c'est ce que j'ai appris à faire après. Donc, alors, moi, je me suis pas sentie formatée, mais après, typiquement, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais forcé à faire quelque chose. Ils ont peut-être questionné, ou en tout cas, ils ont essayé de me donner les éléments pour que je puisse choisir. Donc c'est moi qui ai choisi de faire un bac ES. Après j'ai entre guillemets eu la chance d'avoir un frère qui est passé avant moi et justement avec qui mes parents ont fait l'erreur de un peu peut-être le forcer à aller dans la filière scientifique qui était l'élite, et ça a pas marché. Et donc peut-être que justement ils ont été plus flexibles avec moi. Et à chaque fois que j'ai choisi ma prépa ou mon école de commerce, ils ont abondé en mon sens. En prépa, j'ai quand même dû passer les concours pour la prépa, enfin pour l'ENS Cachan. Je leur ai dit
vous attendez à rien. Franchement, j'ai pas révisé ça. Je suis pas douée dans ça. Je vais pas avoir des bonnes notes. Et je sais qu'ils avaient un peu l'espoir que peut-être quand même j'aurais une bonne note. Et je crois que j'ai eu 3,5 de moyenne au concours. Et j'ai lu dans leurs yeux que, ah oui, d'accord, c'est ça que tu voulais dire par je suis pas douée. Oui, oui, je vous l'avais dit en fait. Mais par contre, j'ai été 90e sur 4000 à mon école de commerce parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est ça que j'avais travaillé. Et donc, disons que moi, mon parcours fait que je pense que comme on m'a pas forcé, j'ai pas été dans ce truc de me sentir obligée de faire quelque chose. Je pense quand même qu'en sortant d'école, j'avais un peu besoin de me prouver à moi-même et peut-être au moins à mes parents que j'étais capable d'obtenir un CDI bien payé. Je pense que ça faisait partie de l'équation et je l'ai fait, mais une fois que je l'avais fait, je me sentais libre. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais eu le c'est bon, t'es prise, pour moi, c'était bon et je pouvais partir, tu vois. Ah, okay, par contre, c'est marrant d'avoir ça. Ouais. Par contre, je sais que d'après les échanges que j'ai avec les lecteurs des nouveaux travailleurs, le formatage, c'est un point ultra présent et l'influence en fait de ce que pourraient penser les parents et parfois c'est véridique, c'est-à-dire que les parents ont vraiment des commentaires négatifs si tu veux faire une voie qui est pas considérée comme élite ou ce qu'ils attendaient de toi, mais parfois c'est légèrement imaginé, c'est-à-dire que on sait pas trop d'où vient cette croyance que on va se faire rejeter si on change de voie, mais elle est là et mais bon, je pense qu'en tout cas quel que soit le passé, tout le monde peut dépasser ce formatage-là, cette influence-là, et peut décider que ma vie, c'est ma vie et changer de voie. Donc, moi, j'encourage ça, en tout cas. Oui, en plus, je pense que ça passe beaucoup par la communication, ce qu'on a peut-être aussi un peu peur de faire quand on est en période de transition. Enfin, du moins, moi, c'est l'impression que j'en ai quand j'échange avec les gens qui se posent des questions sur une réorientation et un potentiel changement de vie total. Parce que passer dans le CDI à je ne sais pas du tout ce que je veux faire, mais je pose une rupture conventionnelle, certains me disent bon, ça passera très très mal dans ma famille. Mais c'est vrai que je pense que c'est un petit apprentissage à faire. Et du coup, je continue avec mes questions, mais comment une fois que t'as fait ton master en entrepreneuriat, comment justement t'as décidé de te spécialiser un peu sur l'accompagnement de cette branche des multipotentiels plus que sur les autres? Et est-ce que peut-être aurais-tu d'ailleurs un terme pour remplacer le multipotentiel si tu ne l'aimes pas trop? Alors moi, le terme que j'utilise, c'est papillon. Je m'adresse comme ça. Donc parfois, je reprécise ce que j'entends par papillon. Je mets entre parenthèses multipotentiel. Mais voilà, moi, j'ai utilisé ce mot parce que je le trouve beaucoup plus positif, non discriminant. Et tu vois, genre, quelqu'un peut être un ours et quelqu'un peut être un papillon. Bon, t'es un ours ou t'es un papillon, quoi. Il y a pas de jugement, tu vois. Alors que multipotentiel, j'entends une forme de jugement. Donc voilà, moi, j'utilise papillon. Et attends, le début de ta question, c'était... Comment tu as choisi justement de te spécialiser sur une branche d'accompagnement des papillons et pas sur une autre, comme tu disais qu'il y en avait plusieurs? Ah oui, d'accord. Alors, donc, en fait, via les nouveaux travailleurs, globalement, mon but, c'était d'aider des personnes à être épanouies au travail. Et il se trouve que il y en avait qui, souvent, je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes qui étaient un peu perdues et qui voulaient changer, mais qui savaient pas du tout quoi faire. Et donc, au début, j'essayais un peu de guider tout le monde, un peu en mode conseillère d'orientation. Mais je me suis rendu compte, en le faisant, qu'il y avait des choses qui étaient plus faciles pour moi à enseigner et à transmettre comme message et des personnes avec qui ça me plaisait plus d'interagir. Et c'était les personnes qui, comme moi, voulaient devenir entrepreneurs. Donc, moi, je suis beaucoup plus... je considère qu'aujourd'hui, j'aide plus vraiment les gens à trouver un boulot. J'aide pas vraiment enfin, c'est pas ce qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est toutes les personnes qui vont vouloir devenir entrepreneurs. Et dans cet entrepreneuriat, il peut y avoir plein de choses. Et notamment, il peut y avoir le fait d'avoir plusieurs activités. Et disons qu'au début, j'étais plus sur juste l'entrepreneuriat de façon générale. Enfin, l'entrepreneuriat, plutôt le fait de devenir indépendant. Donc, entrepreneuriat, mais indépendant, pas cofondé ou quoi. Ça aussi, je l'ai écarté, je l'ai mis de côté. Parce que je pense que ça me parle plus de parler de ce que je connais moi-même, de ce que j'expérimente moi-même. Et moi, je suis indépendante, donc c'est plus facile pour moi. Et de fil en aiguille, pareil, c'est toujours une question de...
en coachant des gens ou juste en échangeant avec des lecteurs ou dans des lives ou quoi, je me suis rendu compte que les profils que je trouvais les plus intéressants et ceux que j'avais le plus envie de côtoyer de façon régulière, c'est ceux qui ont plus trop d'idées que pas assez. Et justement, le trop d'idées, c'est quelque chose qui est assez, je trouve, spécifique aux papillons, puisque leur problème, c'est plus j'ai trop d'envie, trop d'intérêt, je sais pas comment organiser tout ça, je sais pas comment démêler ma pensée, je sais pas par quoi commencer, plutôt que d'autres personnes qui sauraient vraiment pas quoi faire. Donc tu vois, c'est un problème un peu inverse en fait. Donc voilà, donc disons que après quand j'ai redécouvert le mot multipotentiel fin 2020, je me suis dit, ouais, je crois qu'en fait je vais un peu resserrer l'étau entre guillemets à ces personnes-là, parce que je suis un peu dans cette démarche en tant qu'entrepreneur de toujours chercher mon client idéal et notamment ça veut dire quel profil il a, quel est son problème et avec quoi il arrive comme question. Et donc c'est en me posant ces questions-là que je me suis que j'ai reciblé là-dessus, on va dire. Ok. Ah, c'est super intéressant de voir que c'est un peu un reflet de ta personne aussi, que tu vas aider au fur et à mesure. Et du coup, quelles sont les autres branches des papillons, des multipotentiels qui existent? Alors, déjà, il y a les personnes qui sont en CDI, enfin, en gros, qui ont un boulot salarié, mais qui peut-être sont bien dans ce boulot salarié, mais trouvent qu'il manque un petit truc et vont peut-être développer un projet à côté, mais qui va avoir forcément, quand tu es salarié, si tu es à temps plein, tu utilises quand même ton temps plein pour le salariat, et à côté, ton projet, bon, t'as pas autant de temps pour lui, mais il existe. Donc ça, c'est une forme de slash, mais vraiment spécifique, c'est CDI plus side project, projet à côté. Ça, je dirais que c'est un format. Un deuxième format, c'est, je dirais, le entrepreneur en série ou transitionnaire en série. Donc, entrepreneur en série, ça serait quelqu'un qui crée un projet, puis le vend, ou en tout cas, il l'arrête ou il le vend, il est plus dedans, il passe à un autre projet et ainsi de suite, un peu des sauts de puce comme ça. Et ça, c'est pour le côté entrepreneuriat. Si on est plutôt dans le salariat, ça serait pendant quelques temps, mettons 2 ou 3 ans, je fais un métier, un secteur, peut-être que après je vais changer de secteur ou je vais changer de métier ou les deux, et en gros c'est pareil, c'est saut de puce, donc je change quelque chose tous les X temps. Donc c'est un changement, tu vois, vers l'avant. C'est plutôt une série. Un troisième profil, donc c'est lui que j'appellerais le slasher. Bon, en vrai, le premier que j'ai décrit, c'est un slasher aussi, mais je dirais slasher avec plutôt des activités qui ont le même poids. Donc peut-être 2 ou 3 activités en parallèle, toutes monétisées, qui peuvent être 3 activités entrepreneuriales ou une salariée, 2 entrepreneuriales ou 3 salariés. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais ce serait possible. Donc en tout cas, c'est cette idée d'avoir plusieurs activités en parallèle à peu près à un poids équivalent et qui sont toutes rémunératrices. Et le dernier profil, je dirais, c'est celui que moi j'appelle polymath et celui que Émilie Wapnick appelle le modèle Renaissance. Mais bon, en gros, ça vient de la même époque. C'est l'idée d'avoir une activité dans laquelle tu arrives à tout mettre. Donc plutôt, alors moi je l'ai plutôt pensé d'un point de vue entrepreneurial, mais finalement, je suis pas sûre que ce soit possible en termes de salariat aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'il y ait des postes existants comme ça, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat, ça serait j'ai une entreprise. Et elle me permet de faire plein de métiers différents, voire de gérer des secteurs différents, des domaines différents. Et là-dedans, moi, j'ai appelé, un concept auquel j'ai donné le nom de entreprise évolutive. Enfin, c'est juste que j'essaie de trouver un mot pour décrire ça. C'est que en plus d'avoir plusieurs trucs en parallèle, cette activité de polymath, elle peut peut-être évoluer vers l'avant aussi. C'est-à-dire que ce que tu faisais en 2020, peut-être qu'en 2021 tu fais plus rien de tout ça, ou alors tu as gardé quelques parties mais tu as fait évoluer. Bon, après ça peut être tout simplement le chemin entrepreneurial, mais je pense que ce qui rapproche de la notion de multipotentiel, c'est vraiment le fait qu'il y ait plein de trucs différents et plein de trucs tout court. Oui, parce que c'est vrai que je me souviens dans tes newsletters, à un moment tu testais différents modes d'approche et de coaching, et c'était vraiment à un moment, je me souviens, tu avais décidé d'arrêter
un test que tu avais fait et tu nous as dit bon du coup c'est je crois que c'est à ce moment-là que tu avais commencé à parler de évolution, disant bon bah je sens que ça me correspond pas, que je suis pas dans cette énergie, donc je vais plutôt changer et ça faisait vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu plus une question de cyclicité, oui c'est le bon terme, que vraiment de se lâcher et d'alterner entre toutes les périodes. J'ai plein de questions, du coup, je suis en train d'essayer de, de réfléchir à laquelle te poser en premier. Ouais, j'avais une question par rapport au CDI et au side project que tu évoquais au tout début. Est-ce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle du CV, du fait qu'on essaye de se former en continu, etc., on encourage beaucoup les gens à se créer un side project et un peu à en trouver un, pas de façon random, mais vraiment à s'approprier un sujet et continuer à le creuser. Et donc je le reliais pas du tout, en fait, à toutes ces questions de multipotentialité ou de papillon, mais plus à une question d'employabilité. Et donc, est-ce que tu penses que peut-être que c'est un moyen d'arriver à jongler avec le tout, ou que c'est simplement justement l'évolution du marché du travail qui commence à mettre plus en avant des profils qui ont différentes compétences? Je sais pas si ma question était très claire. Alors, je sais pas, je vais te dire ce qui m'est venu. Vas-y. Moi, ce qui me gêne dans ce que tu racontes, c'est que tu dis, en gros, pour être employable, on conseille d'eux. Et en fait, pour moi, c'est un peu tout le problème du monde du travail, mais y compris dans l'entrepreneuriat, il y a des injonctions partout. C'est-à-dire qu'on te dit, la nouvelle tendance, c'est de faire ça. Mais en fait, moi, et c'est pour ça que je me suis un peu détachée du salariat, parce que malheureusement, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il y a un peu des tendances, et en gros, si tu fais pas le truc qui est bien à faire à ce moment-là, bah, t'es moins employable. Alors que pour moi, ce qui est important, c'est de dire, en fait, pour moi, c'est pas faire le truc pour être employable. C'est, est-ce que toi, tu as envie de faire un side project? Si oui, tu le fais, sinon, tu le fais pas. Et pour moi, c'est comme ça que ça devrait être. Mais malheureusement, je crois que c'est pas la réalité du milieu salarié. Après, moi, personnellement, vu que je suis comme je suis, je trouve ça cool d'avoir un side project à côté. Et c'est ce que je racontais quand j'étais en CDI, j'avais 2 projets à côté. Et je me régalais de passer mon week-end dessus, mes soirées dessus. C'était un plaisir, mais c'était un choix. Moi, je le faisais alors que ça aurait pu être mal vu par mon employeur. C'est-à-dire que Oui. j'évitais de dire que trop au début que je développais des projets entrepreneuriaux à côté parce que ça pouvait menacer ou présenter l'idée qu'un jour j'allais partir, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Ok, ouais, mais c'était effectivement ma question parce que enfin, j'aurais pas appelé ça une injonction, mais effectivement, j'ai l'impression qu'on conseillait fortement les gens à avoir un projet à côté pour pouvoir montrer qu'on était apte à faire telle et telle chose, un peu comme si c'était le nouveau CV. Et c'est pour ça que je me posais la question de ton avis dessus. Mais je pense que du coup, la question que je crois que je te l'avais posée par mail aussi, sur tout ce qui était évolution du marché du travail aujourd'hui, et le fait qu'on nous avait dit que beaucoup de nos générations allaient avoir différents métiers, et donc on allait devoir apprendre à s'adapter de plus en plus, à avoir un parcours de vie qui allait être un peu plus chaotique et beaucoup plus éclectique. Et donc au début, je me demandais si c'était faire une place justement à tous ces profils un peu plus multipotentiels, ou si c'était justement aussi une manière simplement de changer le prisme de l'employabilité. Et je pense que tu y as déjà un peu répondu dans ma réponse. Après, j'ai d'autres choses à dire, hein, si tu veux. Vas-y. Ce sera avec grand plaisir. Disons que moi, je suis assez d'accord avec cette vision que c'est en train d'évoluer et je pense qu'on est un peu sur la fin de ce modèle salariat. Le problème, c'est que si les personnes disent oui, il faut apprendre à s'adapter, machin, ce que je trouve vrai, hein, et moi, justement, je pense qu'au travers des nouveaux travailleurs, c'est ça plutôt que j'essaye d'enseigner aux gens, de finalement apprendre à poser des modèles économiques sur ces idées et sortir de la dépendance au salariat et accepter en fait le changement continu et au lieu de voir ça comme un problème, ce qui est le cas aujourd'hui et depuis longtemps, le voir juste comme quelque chose de normal. Moi, je le vois comme quelque chose de normal, le fait de changer de projet, de changer de voie sans cesse, c'est juste la juste évolution de nos intérêts, du fait qu'on a appris, on a tiré les leçons, on a envie d'autre chose. Moi, je trouve ça naturel. Et aujourd'hui, c'est mal vu. Par contre, le problème, je pense que c'est
d'un côté, si les gens ont ce discours de il faut s'adapter parce que ça va faire que changer, à ce compte-là, pour moi, il faut intégrer cette idée dès l'école. Parce que le problème, c'est que nous, on nous fait passer par un système scolaire qui prône la voie unique, le fait de devenir un salarié qui est spécialisé et qui est doué dans ce qu'il fait. Or, si le monde va pas vers ça, à mon avis, il faut changer l'éducation. Il faut enseigner justement, au lieu d'être tout salariat, il faut enseigner aussi aux gens à poser des modèles économiques. Tout le monde voudra pas être entrepreneur, mais au moins que ceux qui ont ça en eux puissent le faire de façon moins douloureuse que ça peut l'être pour certains aujourd'hui, parce qu'il y a trop cette scission entre la sécurité du salariat et l'entrepreneuriat. Et je voulais rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit en rebondissant à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on conseille fortement aux gens de faire un side project pour montrer qu'on est capable. Moi, je trouve qu'un problème du monde du travail, c'est qu'on est trop concentré, en France en tout cas, c'est qu'on est trop concentré sur le faire et pas assez sur l'être. Parce que en fait, du coup, là, ce qu'on est en train de dire, c'est t'es obligé de prouver que t'as déjà fait pour que j'ai confiance dans le fait que tu vas être capable de faire. Et pour moi, c'est pas ça le bon raisonnement. Je trouve que ça devrait pas être ça le raisonnement des RH. Le raisonnement des RH, ça devrait plutôt de réussir à lire entre les lignes et de capter dans l'être, dans qui est la personne. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui est autonome, qui est capable d'apprendre toute seule? Dans ce cas, elle a pas besoin d'avoir déjà fait. Tu peux avoir confiance dans le fait qu'elle va réussir. Et ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu dépendant, peut-être comment on dit assisté? Et oui, là, dans ce cas, peut-être qu'il vaut mieux que tu sois sûr avant. Mais en fait, c'est comme si on considérait tout le monde comme des dépendants et des assistés, alors que on n'est pas du tout tous comme ça et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très autonomes, qui sont très capables de développer des nouvelles compétences rapidement. Surtout les multipotentiels justement en tout cas ces personnes qui vont tellement s'intéresser au truc qu'elles vont être à fond et ça va pas les déranger de passer des heures à apprendre et c'est pour ça qu'elles vont apprendre vite. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais du coup, moi je trouve ça bien si tu te posais la question, est-ce que on est en train de faire de la place au multipotentiel ou est-ce qu'on n'est pas en train de passer un peu d'un modèle vers l'autre? Je pense que c'est bien de faire de la place au multipotentiel parce que moi je pense que ça doit être 50-50 la répartition. 50% de gens qui sont bien dans leur CDI, qui ont envie plutôt de faire carrière, de se spécialiser, et 50% qui ont envie de multiplicité. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui sont multiples sont pas assez inclus et valorisés. Donc, je trouve que c'est bien de faire en sorte qu'ils le soient. Mais effectivement, je trouve qu'il faut pas tomber dans la stigmatisation de ceux qui n'ont pas envie de faire comme ça. Ça, c'est une chose. Mais ça n'empêche que j'ai quand même cette vision du futur que, à mon avis, le CDI est en train... le tout CDI est en train de mourir, pas le CDI lui-même. Je pense que l'emploi, ça restera quelque chose d'existant. Oui, parce que les entrepreneurs, chez les entrepreneurs, c'est répandu de dire, quand t'as pas envie de faire un truc, paye quelqu'un pour le faire à ta place. Quand tu connais pas le métier, paye quelqu'un qui sait mieux le faire que toi. Ça, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il y a de l'emploi et du recrutement. Donc, le CDI va pas disparaître. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même cette notion de les métiers peuvent changer plus vite et il faut peut-être effectivement apprendre à être un peu flexible et adaptable au changement. Ça peut que nous faire du bien. Et comment du coup je pense, je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment tu ferais pour remettre l'être justement au centre des choses? Tu parlais des RH qui se concentraient pas suffisamment sur l'être des gens, mais comment on pourrait fonctionner pour que ce soit mieux perçu? Alors, on va dire, j'ai pas la réponse pour toute la société parce que je pense que c'est un sujet très complexe. Par contre, je peux donner la réponse à mon échelle en tant que potentiel recruteur parce que je suis indépendante. Mais par exemple, l'an dernier, à 2 reprises, j'ai voulu recruter entre guillemets, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai cherché des graphistes. Je voulais créer un carnet physique avec des couleurs, des dessins. Moi, je suis capable de faire des visuels, mais c'est pas forcément super joli. Je préférais un truc joli, donc je voulais une graphiste pour le faire avec moi, pour faire cette partie-là. Et plus tard, j'ai cherché une assistante ou un assistant. Je dis au féminin parce que les candidatures que j'ai reçues étaient quasiment toutes féminines. Donc je dis une assistante. Du coup, pour faire plein de trucs, du montage vidéo, m'aider sur des tâches diverses. Et typiquement, alors plus dans le deuxième processus, non mais même dans tous, moi je considère que j'ai toujours une approche assez humaine, c'est-à-dire que les compétences, ça fait partie du critère, mais c'est pas le critère principal, tu vois. Par exemple,
quand je cherchais une assistante, pour moi, selon où t'en es de ton besoin, tu vas pas agir de la même façon. Par exemple, j'ai eu 2 besoins différents. J'ai eu, en décembre, je veux quelqu'un qui monte mes vidéos parce que moi, j'ai pas envie de le faire et je veux que ce soit fait maintenant. Quand tu es dans cette urgence, oui, tu as besoin de quelqu'un qui sait le faire maintenant. Parce que t'as pas le temps de la former. Et justement, j'avais reçu une candidature de quelqu'un qui m'avait dit, en gros, elle avait l'air super cette fille, mais elle me disait, en fait, je sais pas faire du montage, est-ce que tu peux m'apprendre et après je le fais pour toi. Et je lui ai dit, c'est pas que je veux pas, c'est que là maintenant je veux pas parce que là maintenant ce que je veux c'est d'avoir la vidéo dans 2 semaines. Donc ça peut pas coller. Par contre, pour une assistante, bon, spoiler, au final, j'ai fait ni le carnet, ni le projet de carnet, et j'ai pas pris d'assistante non plus, mais j'ai quand même fait la démarche parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais. Mais dans l'idée, je voulais une assistante qui soit avec moi sur du long terme. Et donc, pour moi, c'était plus important l'aspect humain, c'est-à-dire, est-ce que moi, je vais kiffer et interagir avec cette personne? Est-ce que ça va être un plaisir pour moi? Est-ce qu'elle va pas me rajouter du boulot? Donc, j'étais très attentive dans les échanges qu'on avait, qu'ils soient email ou oraux, à l'énergie. Et est-ce que quand je ressortais de là, je sentais un poids, c'est-à-dire que je trouvais que ça avait été lourd, ça m'avait demandé un effort, ou est-ce que je me sentais allégée et plutôt contente d'avoir parlé avec cette personne? Et pour moi, c'est ça qui détermine avec qui je vais travailler sur le long terme. Et après, la question que je posais, elle est presque, elle est pas complètement désintéressée, mais ma question c'était, moi, je veux pas que tu me dises que oui, t'es capable et que oui, tu veux faire ça. Moi, je veux que tu me parles franchement. C'est quoi qui t'épanouit? C'est quoi qui te fait kiffer? Je veux pas que tu te mettes à faire des trucs qui te font pas kiffer. Bon, si c'est une fois de temps en temps, à la limite, ok, tu peux faire l'effort, mais je veux que 90% de ton boulot, ou au moins 80%, ce soit un truc où tu kiffes. Parce que je sais que si tu kiffes, ça va être plus agréable pour moi, ça va être mieux fait et j'en aurai plus pour mon argent. Donc, mais pour moi, cette question de demander à la personne d'être sincère sur ce qui l'épanouit, c'est super important. Et pour moi, c'est ça la façon aussi de, je sais pas, d'être humain, d'être dans l'être en fait, et pas juste qu'est-ce que t'as fait qui me prouve que t'es capable de le faire. En fait, moi d'ailleurs, je crois que je leur ai rien demandé. J'ai pas demandé de portfolio, j'ai pas demandé de ce qu'elles avaient fait par le passé. Moi, le passé, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le présent et l'avenir. C'est là, pourquoi tu me contactes, pourquoi t'as envie de faire ça avec moi. Qu'est-ce qui te fait croire que, pourquoi je devrais te prendre toi, en gros, pourquoi t'as envie, et pour le futur, qu'est-ce que t'as envie de faire dans le futur, et qu'est-ce que tu te sens capable de faire dans le futur, et qui fait que moi, je peux te faire confiance. Et quelque part, je trouve que c'est une façon aussi de responsabiliser les gens. C'est dire, moi, j'ai pas envie de comment on dit, tu sais, de contrôler, de faire du micromanagement. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie de faire la chose. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance et que tu sois autonome et responsable. Donc, ça commence maintenant. Sois responsable de me dire la vérité et de me dire ce qui va te permettre de t'épanouir. Et voilà. Donc, après, ça, c'est à mon échelle en tant qu'indépendante qui pourrait recruter une freelance à temps partiel, donc c'est pas du tout les mêmes enjeux, tu vois. Mais je pense que si la démarche elle est comme ça à petite échelle, c'est comme ça qu'elle devrait être à grande échelle. C'est juste que les entreprises, c'est très complexe. Il y a beaucoup de gens à gérer, il y a beaucoup d'ego à gérer, il y a des fonctionnements, des processus qui sont là depuis longtemps, et je pense que ça peut être assez lent à faire changer. Et justement, toi, en tant que, quand t'étais plus jeune et que t'es passé par tous ces processus de recrutement, comment tu faisais pour savoir justement ce qui allait t'épanouir? Parce que en se mettant de l'autre côté de ce processus. Alors, déjà, quand je sortais d'une expérience, en fait, quand j'étais dans l'expérience et quand j'en sortais, j'avais un peu cette discussion interne incessante de est-ce que là, je suis en train, est-ce que ça qu'on m'a demandé de faire, j'aime bien ou j'aime pas? Pourquoi? Et est-ce que j'aimerais le retrouver dans ma prochaine expérience? Et donc, tu sais, j'ai un peu fait le zigzag, c'est-à-dire qu'après une expérience, je me disais, OK, je garde ça, j'enlève ça, du coup, ça donne quoi comme potentiel poste ou potentiel secteur? Ça, je pense, ça a été ma façon principale d'évoluer au fur et à mesure. Mais après, en amont, parce que tu vois, avant même de rentrer dans le marché du travail, avant d'entrer en école de commerce, j'avais quand même un projet professionnel. Et donc après, c'était plus sur un secteur. Donc là, c'était juste que moi, j'étais intéressée par l'environnement. Ça me paraissait évident que je voulais travailler là-dedans. Par contre, en termes de métier, en gros, moi, je pense que je suis assez, je sais pas, peut-être que c'est intuitive, je sais pas comment décrire le truc, mais je lis une fiche de poste. Il se passe quoi à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis tout feu, tout flamme? J'ai pas besoin de savoir pourquoi. Je sais juste que je suis tout feu, tout flamme. Ça veut dire que c'est pour moi. Si je le suis pas, c'est que c'est pas pour moi.
Après, s'il y a des passages où je suis tout feu, tout flamme, d'autres où je le suis pas, peut-être que c'est quelque chose qui peut se négocier avec l'employeur. En mode, et là, j'arrive à l'entretien en mode, c'est quoi la part, le pourcentage de telle partie et c'est quoi le pourcentage de telle partie? Parce que si la partie que j'aime pas, c'est 80% et l'autre 20%, bah, c'est pas pour moi. Je fonctionne beaucoup en pourcentage et, et en projection, en scénario comme ça, tu vois. Je me dis, si c'est 20-80 comme ça me va. Si c'est 50-50, ça me va pas. Et comme ça, quand j'arrive à l'entreprise, voilà, quand j'arrive à l'entretien, je sais déjà un peu ce que je veux et quels seront les critères sous lesquels je dirai oui, quels seront les critères sous lesquels je dirai non. Et j'ai déjà préparé les questions qui me permettront de connaître la réponse avant la fin de l'entretien. Ok. Oui, donc c'est vraiment, en fait, tu vas vraiment à l'instant avant de pouvoir rencontrer les gens aussi. Donc finalement, c'est peut-être plus, je veux dire je réfléchis pour les personnes qui se connaissent pas forcément trop parce que tu sais pas forcément mettre des mots sur les choses qui te font lever le matin ou qui t'épanouissent, mais ça peut être un bon type pour pouvoir justement faire le tri. Je l'ai noté sur mon petit carnet. Bah, d'autant qu'on a tous des émotions et je pense que c'est vraiment un truc qui nous caractérise tous. Après, si on est très fatigué et qu'on est en burn-out, c'est beaucoup plus dur de ressentir, je pense, l'enthousiasme. Donc, dans ces cas-là, je pense que le mieux à faire, c'est plutôt de se reposer et de remettre des bases qui vont faire qu'on va pouvoir ressentir ces émotions et donc fonctionner comme ça. Oui, effectivement, c'est vrai que quand tu es en situation de burn-out, je pense que tu n'arrives pas non plus à faire le tri et tu sais pas, enfin, je n'ai jamais été en situation de burn-out, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, tu ne sais pas faire la différence entre ce qui se passe et que tu as vraiment juste besoin de pouvoir t'isoler aussi. Et est-ce que, vraiment, j'ai l'impression de digresser à fond, mais je suis super curieuse. Et du coup, est-ce que tu sais aussi, pareil, sur ces questions de définir ce qui t'épanouit, comment tu sais, enfin, comment toi, tu as réussi à comprendre quel était l'environnement qui te convenait pour pouvoir t'épanouir? Tu veux dire l'environnement de travail? Oui, plus que les missions. Alors, je réfléchis un peu. Parce que même, je pense que quand t'es côté, tu vois, quand tu parlais de ton recrutement et côté RH, je me demande comment t'arrives aussi à savoir si la personne que tu vas accueillir est potentiellement en adéquation aussi avec ta manière de travailler, avec l'environnement que tu proposes. Bon, déjà, je pense que, enfin, tu vois, on peut pas tout savoir sur soi-même dès le début. Enfin, si c'était le cas, je pense que on serait pas en train de parler de ça. Même moi, je découvre encore des trucs, et puis en plus, ça évolue. Je pense que on peut faire des hypothèses. Tu vois, quand tu arrives sur le marché du travail, tu as quand même quasiment, enfin, tu as 20 années de vie derrière toi, tu vois. Tu as été en classe, tu as peut-être fait des activités sportives, tu as côtoyé des gens, tu as été dans le milieu familial, tu as déjà été dans plein d'environnements. Donc déjà, rien qu'en regardant en arrière, en te disant c'est quand que c'était agréable et c'est quand que c'était désagréable, tu essayes après de le transposer sur l'entreprise, déjà, ça peut te donner des indications. Après, on peut un peu catégoriser, je pense. Moi, par exemple, je dirais qu'il y a un aspect humain. Enfin, je pense que c'est assez répandu quand même dans le milieu salarié, mais l'aspect humain, par exemple, bon, il y en a plusieurs. Il va y avoir ton manager direct. En gros, c'est quand tu fais un travail, tu es forcément en interaction avec des gens. Il y a l'interaction avec la personne qui te dit quoi faire, en gros. Il y a l'interaction avec tes pairs. En gros, c'est avec qui tu vas collaborer. Et donc, pareil, je vais reprendre un exemple personnel qui est à petite échelle et qui est plus simple. Et du coup, après, il n'y a plus qu'à l'élargir. Mais quand j'ai passé l'entretien pour mon stage de fin d'études, sur le papier, c'était exactement ce que je voulais faire parce que c'était une start-up de la fintech. Donc, c'était ce que je voulais faire. J'étais responsable de projet web. Donc, j'étais autonome sur mon projet. Enfin, tout allait me plaire dans la mission. Et puis c'était une petite équipe. Je suis allée dans les bureaux, j'ai trouvé ça sympa. C'était sur ma ligne de métro. Enfin non, c'était à 10 minutes à pied de chez moi. Donc pour moi c'était un critère. Tu vois, je voulais que ce soit pas passer ma vie dans les transports. Donc j'étais déjà ok avec ça. Mais je suis arrivée à l'entretien et mes managers, je pense qu'ils ont un peu joué, tu sais, le bon flic, mauvais flic. Mais en fait derrière cette façade-là, j'ai aussi eu la sensation de percevoir quelque chose de celui qui jouait le rôle du mauvais flic. Mais j'ai eu l'impression qu'il était déjà un peu comme ça naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a faites, dites, des attitudes. Quand je suis sortie de là, je me suis dit, c'est dommage, tout me plaît, mais je vais pas pouvoir avoir cette personne comme manager. Et du coup, quand ils m'ont rappelé pour me dire t'es prise, j'ai dit non, mais je vais pas venir parce que pour ça.
Heureusement, c'est l'autre qui m'a appelé. Et en gros, ils m'ont rappelé pour essayer de me convaincre en me disant non, mais il va faire un effort, machin. Et effectivement, pendant les 4 premiers mois, ça s'est bien passé. Et les 2 derniers, il s'est passé exactement ce que j'avais anticipé. Et là, Ok. ça a été la conclusion. Enfin, je me suis dit, maintenant, je sais que je peux faire confiance à mon intuition parce que je l'avais vu venir. Je l'ai senti dans comment je me suis sentie avec lui. Donc, je pense qu'il y a cet aspect humain. Le problème, c'est que si on passe un entretien juste avec le RH, ça va pas être très représentatif. Par contre, si on passe un entretien avec le manager, là, on peut prêter attention à ça. Ou avec des collègues. Parfois, il y a des trucs il y a plusieurs collègues qui interviewent. Donc, il y a cet aspect humain. Après, je sais pas, moi, les trucs auxquels je penserais, c'est juste faire des hypothèses sur, à mon avis, si je suis cadre et que je suis payée à la journée et non pas aux heures, je suis prêt à aller jusqu'à où, en fait? Parce que si on compte pas ses heures, ça veut dire potentiellement on peut travailler jusqu'à minuit. Oui. Il y a notre droit à la déconnexion va pas être respecté. Donc ça, je pense qu'il faut se poser la question avant où est-ce que j'ai envie de placer ma limite. Mais c'est une hypothèse. En fait, on part avec ça. Et dans l'entretien, si on sent qu'il y a un point bloquant là, ça vaut le coup de s'y attarder et de dire, OK, je vais peut-être essayer d'en savoir plus, de mieux comprendre comment ça va se passer et ce qu'on va attendre de moi, parce que là, je sens que c'est au bord de ma limite et j'aimerais pas tomber dans le truc qui me convient pas. Et parfois, peut-être qu'on va pas le voir à l'entretien parce que les gens sont pas toujours honnêtes ou peut-être qu'ils sont pas conscients que c'est comme ça. Et finalement, c'est comme ça que ça va se passer dans l'entreprise. Et là, soit on s'en rend compte, on arrive à en parler et à faire en sorte que ça change, soit moi, faut partir. Et Donc il y a horaire justement, de travail, et juste sur la catégorisation, tu as espace de travail, tu vois, est-ce que quand tu étais en classe, est-ce que tu avais du mal à te concentrer si les gens parlaient autour de toi? Si oui, l'open space, c'est peut-être pas le mieux pour toi, tu vois. Moi, je sais que quand je suis à fond dans un travail créatif, je déteste être dérangée, et le fait d'être dans un bureau avec quelqu'un qui peut venir me poser une question et qui m'oblige à lui répondre, qui me laisse pas lui dire attends, j'en ai juste pour 2 heures, laisse-moi pendant 2 heures et je reviens après. Ça, c'était vraiment chiant pour moi, d'où le fait que j'aimais beaucoup le télétravail à 100%, parce que là, j'avais plus de problème. Voilà un peu des idées de trucs auxquels réfléchir. Non, mais trop bien, parce qu'effectivement, ce ne sont pas du tout des choses, je pense, auxquelles on réfléchit quand on choisit un travail ou un environnement. Je pense qu'on n'a pas ce réflexe d'analyser ce par quoi on est passé avant. Comme comme l'école, on ne considère pas forcément comme quelque chose qui compte dans ce choix de travail. Et je retombe finalement sur mes pieds, parce que j'étais en train de me poser la question, comment tu peux savoir justement, comment tu peux évaluer aussi la liberté que tu auras dans tes missions. Tu vois, toi, tu disais tout à l'heure que tu voulais un peu partir dans tous les sens, dans tous les sens non, mais arriver à progresser sur des missions qui étaient différentes potentiellement de ta fiche de poste. Et comment tu arrives un peu à sentir justement le côté flexible d'une entreprise? Parce que tu as aussi une différence entre ce qu'on te dit, on est très agile, et dans les faits, savoir si vraiment tu laisses une marge de liberté assez grande aux gens qui te rejoignent. Alors, je pense que ce que je ferais, donc je lirais la fiche de poste, je me dirais, est-ce que vraiment je la kiffe à 100% et c'est exactement ce que je veux faire? Bon, si oui, il n'y a pas de question, mais il se peut que ce soit non, justement, parce que c'est OK, je pense que ça va peut-être m'intéresser pendant 6 mois, mais bon, dans 6 mois, si je dois encore faire ça, ça va peut-être être un peu chiant. Et donc là, c'est se poser la question. Pareil, c'est imaginer, c'est faire des hypothèses, c'est au moment où je vais arriver à ma limite, à mon avis, je voudrais que ça change comment? C'est-à-dire, est-ce que je voudrais monter en grade? Est-ce que je voudrais avoir, par exemple, devoir m'occuper d'un budget plus important ou d'avoir plus de responsabilités? Est-ce que je voudrais pouvoir manager des personnes? Est-ce que je voudrais pouvoir changer de poste, changer de métier? Un peu, tu vas se poser la question vers le côté, pour moi, c'est changer de métier, c'est le côté transversal, changer de métier, changer peut-être comment on dit, d'unité ou tu vois, de département. Et ça peut être vers le haut, donc monter les échelles, avoir plus de responsabilités, etc., plus de salaire aussi, ça peut être ça. Bon, ça c'est pas la mission, mais ça peut faire partie de l'équation. Et une fois qu'on a ça en tête, je pense que quand on arrive à l'entretien pour la fiche de poste qu'on a lue initialement, en fait c'est de poser la question. Même la personne en face, peut-être qu'elle saura pas, c'est-à-dire que peut-être qu'elle s'est pas posé la question, mais c'est au moins d'ouvrir la discussion
et de dire, en gros, voilà, je vais rentrer dans ce poste. Est-ce que ce que vous attendez de moi, c'est de rester, en gros, à vie dans ce poste-là? Est-ce que, à votre avis, votre entreprise, elle est plutôt du genre à évoluer un peu tous les 6 mois? Est-ce que vous avez prévu de recruter? Est-ce que vous pensez que c'est un poste qui va évoluer vers un poste de manager? Est-ce que comment c'est la mobilité dans l'entreprise? Est-ce qu'un salarié qui veut changer de métier, de poste, il peut évoluer facilement? Bon, je sais que cette question, elle est un peu compliquée parce que la poser, ça veut dire qu'on l'envisage. Mais moi, de toute façon, je pense qu'il vaut mieux poser les questions et avoir les réponses avant de rentrer dans le CDI, parce que ça fait perdre moins de temps à tout le monde, quoi, que de s'en rendre compte une fois la période d'essai finie ou ou même dans la période d'essai, parce qu'on te forme, toi tu prends du temps à apprendre, tu prends du temps à être là. Si finalement t'as pas, juste parce que t'as pas posé les questions, tu te rends compte que c'est comme ça, bon, c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut tout dédramatiser, hein, mais disons que c'est anticipable. Tu vois, voilà. Moi, je poserai les questions en étudiant peut-être un peu avant tu vois, par rapport aux valeurs de l'entreprise. C'est un peu quel genre d'entreprise. Je pense qu'il y a des entreprises avec lesquelles c'est plus facile. Une start-up, souvent, c'est plus facile, ou une entreprise qui démarre qu'une entreprise, je sais pas, du CAC 40. Mais voilà, moi je poserai la question. En plus, ça montre que tu as réfléchi à ton projet, tu vois, ça montre que tu as de l'ambition, que tu sais ce que tu veux. Donc non, en fait, je trouve que moi je la vois positive aussi cette question. Mais en soi, moi aussi. Et c'est intéressant que tu parles d'anticiper justement le changement. Comme si justement il y avait tout le temps pas cette barrière j'allais dire de l'ennui, mais cette envie aussi de progresser. Donc c'est bien de pouvoir anticiper et de se connaître suffisamment aussi pour pouvoir commencer à en parler. Et je pense que si tu les prends pas par surprise, t'as aussi ce critère pour toi qui fait qu'on va forcément t'accompagner à progresser dans ces points de vue-là. Je crois que je suis arrivée au bout de mes questions, mais en même temps, je pense que j'en ai plein d'autres qui arrivent, mais qui digressent à fond par rapport à tout ce qui est justement toi, ton environnement de travail et comment tu arrives à forger ton cocon au fur et à mesure et à modeler ton entreprise par rapport à ton cycle du moment. J'arrive pas à savoir comment tu arrives à t'écouter suffisamment pour arriver à être aligné tout le temps et arriver justement à naviguer par rapport à toutes ces périodes de vie que tu traverses. Alors, je dirais que j'ai commencé quelque part, c'est-à-dire que quand j'ai commencé en 2018, alors, contexte, j'avais quand même passé déjà 5 mois en télétravail à 100% salarié, donc j'étais habituée à travailler à la maison. Donc, je me suis déjà, de fait, habituée à cette façon de travailler. Ensuite, quand j'ai quitté ça et que j'étais sur mes projets entrepreneuriaux, j'ai commencé à travailler aussi dans des cafés pour la variété. Quand je dis travailler dans des cafés, c'est-à-dire que je prenais mon ordinateur, je m'asseyais à un café avec un café sur une terrasse ou dans le café avec du Wi-Fi. Donc ça, c'est quelque chose qui est rentré dans mes habitudes parce que je sais pas, ça m'attirait, j'ai essayé, j'ai aimé, j'ai continué. Et ensuite, au quotidien, tu vois, j'ai changé d'appartement en septembre. Mine de rien, quand tu changes d'endroit, ça te demande de te réadapter. Mais comme moi, j'ai été dans ce truc un peu nomade dès le début. Tu vois, là, je suis en train de te répondre depuis une petite table que j'ai installée dans le salon et depuis 3 mois, c'est sur cette petite table que je travaille. Non, allez, depuis 1 mois et demi. Le 1 mois et demi d'avant, j'étais sur la table de ma cuisine. Les 3 mois d'avant, j'étais dans mon petit bureau fermé où il fait chaud l'hiver. Et je sais pas, en fait, il y a un matin, je me réveille, je me dis, j'ai plus envie de travailler là. Où est-ce que je peux m'installer? Je m'installe et puis tant que je suis bien là, je bouge pas. En fait, moi, je pense que c'est juste que je suis tout le temps. Je dois être sûrement un petit peu. Il y a des gens, ils sont averses. Comment on dit, ils ont l'aversion au risque. Moi, j'ai l'aversion au fait de pas me sentir bien. Donc, quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'un café? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que c'est parce que là, la table feng shui, elle est pas au bon endroit? Est-ce que, tu vois, en fait, j'ai pas fait de sport depuis 5 jours, ça me manque. En fait, il peut y avoir des tonnes de raisons de pourquoi je suis pas bien. Mon point de départ, c'est toujours, attends, là, je sens que je suis pas bien et j'essaye de comprendre d'où ça vient. Et je pense que je me passe en revue un peu toutes ces raisons-là. Parfois, c'est aussi parce que, tu vois, moi, il y a un truc qui se passe, c'est que systématiquement, quand je commence à buter, je suis en train de travailler,
je suis en train de buter sur quelque chose, j'ai envie d'un café, mais en fait, j'ai envie d'un café avant de me rendre compte que c'est parce que je suis en train de buter sur quelque chose. Et comme maintenant, à force de me dire, mais c'est pas possible, je peux pas avoir envie de boire 6 cafés par jour quand même. Et j'ai remarqué, si tu veux, voilà, c'est un peu de l'analyse un peu constante. J'ai remarqué que quand j'avais envie d'un café, en fait, c'est pas que j'avais envie d'un café, c'est que j'avais envie d'une pause, ou que là, c'était difficile et que j'avais du mal. Donc, soit je fais la pause et ça va mieux après, soit parfois, il faut juste persévérer dans ta tâche et hop, ça passe et après, je me sens mieux. Et puis après, en termes de tout ce que je crée qui est payant, tous les programmes, les accompagnements, c'est toujours la même chose, c'est que j'essaye de me poser le maximum de questions que je peux en avance. Par exemple, si tout était possible, qui serait mon client idéal, comment ça se passerait, comment je me sentirais avec lui, comment lui se sentirait à la fin de l'accompagnement, qu'est-ce qu'il dirait que je lui ai apporté, combien j'ai gagné, combien de fois je l'ai appelé, est-ce que je l'ai appelé 1 heure ou 3 heures. Je me pose plein de questions en amont. Et ça, je pense que ça fait peut-être 70% du boulot. Et les 30% restants, c'est une fois que je suis dans l'instant, j'écoute à chaque moment comment je me sens et j'essaye de comprendre pourquoi je me sens pas bien et de réajuster au fur et à mesure. Et voilà. Après, moi, j'ai ce ratio, je pense, de 70-30 parce que j'ai l'habitude. Ça fait 10 ans que j'ai ce fonctionnement, je pense, depuis toujours. Mais en tout cas, je me rappelle à peu près depuis 10 ans, que je l'ai. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut-être que le rapport serait inversé. C'est-à-dire que peut-être il arriverait à déterminer 30% à l'avance, mais que 70% des réponses viendraient finalement sur le terrain et en faisant, en écoutant ce qui se passe en termes d'énergie, en termes d'émotion sur le coup. Et après, les idées du pourquoi, on les a pas toutes dès le début. Mais moi, c'est à force de me poser la question que je peux te faire une liste de 50 possibilités. Et à force, j'ai pas besoin de regarder la liste. À force, j'arrive à pointer du doigt et à dire, ah oui, c'était ça. Mais c'est vraiment, parce que je l'ai fait tous les jours pendant longtemps, quoi. Donc, je pense que ça, c'est comme les sportifs. C'est si tu t'entraînes tous les jours un peu à ça, à force, tu montes en niveau et ça devient de plus en plus facile et tu arrives de plus en plus à t'écouter et à savoir ce dont tu as besoin. Ouais, c'est exactement la comparaison que j'allais faire du sportif qui s'entraîne au fur et à mesure et donc tu arrives à affiner ton art et effectivement tu aimes bien les pourcentages puisqu'au début j'étais là 70 30 30 70 je comprends mieux. Mais en soi, c'est super intéressant parce que ça veut dire que c'est un processus aussi, comme toi, ça fait 10 ans où tu disais que tu réfléchissais à tout ça et que tu arrivais de plus en plus à connaître ton fonctionnement. Donc, il faut pas non plus qu'on s'affole si on n'arrive pas à tout avoir du premier coup non plus. Exactement. Puisque c'est ça aussi. Et après, si je peux me permettre une petite parenthèse design humain. Donc, je fais juste une mini parenthèse. Le design humain, c'est un outil de connaissance de soi qui est assez ésotérique puisque ça se base, comme l'astrologie, sur quand est-ce qu'on est né et où. Ça détermine une charte qui nous aide à comprendre nos différents centres énergétiques, comme les chakras, et un peu notre type énergétique. Et bon, il y a plein d'informations dans le design humain, mais il y a un point auquel je viens de penser, c'est que il y a ce qu'on appelle le profil en design humain. C'est des numéros de 1 à 6, et selon le numéro, ça veut dire qu'on a certaines tendances, et notamment le numéro 3 et 6. Ce sont des numéros, les personnes qui ont ça dans leur profil sont des personnes qui auront beaucoup plus de mal à anticiper les choses parce qu'en fait, elles ont besoin de passer par l'expérience pour tirer leurs conclusions. Et elles peuvent recevoir tous les conseils du monde, ça sera pas intégré tant qu'elles l'ont pas vécu elles-mêmes et qu'elles se sont pas pris le mur elles-mêmes. Et donc, je pense qu'il faut un peu, pour ces personnes-là, dédramatiser le fait de faire et de se rendre compte que ça va pas, parce que bon, déjà, faut le dédramatiser pour tout le monde, mais je sais que moi, j'ai cette capacité à anticiper. Moi, j'ai pas un 3 dans mon profil, et je pense que c'est aussi parce que j'ai pas un 3 dans mon profil que j'ai cette capacité. Mais en tout cas, pour tout le monde, dédramatiser le fait de faire, de se rendre compte que ça ne nous va pas, et particulièrement si vous vous intéressez au design humain et que vous voyez que vous avez un 3 dans votre profil, c'est surtout le 3, mais le 6, en gros, se rapproche du 3. Si vous avez ça, limite, faut même plus se poser de questions. Je crois que se faire la liste des trucs anticipés, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Faut y aller, le faire, se prendre le petit mur et se dire je suis content, j'ai atteint ma limite. Maintenant, je sais mieux ce que je veux et passer au truc d'après. Fin de la parenthèse design humain. J'ai un 3 dans mon profil et je confirme. Yes. Bon voilà. 3, c'est quoi l'autre numéro?
C'est un 5. D'accord. Oui, Moi c'est aussi, un j'ai un 5. 5. Oui, j'ai oublié ce qu'était le 5, mais 5, c'est l'universalisateur, c'est universaliser des concepts pour la majorité et innover. oui, Et donc, effectivement. typiquement, ça m'étonne pas du tout que tu sois en train de faire un podcast comme ça sur la multipotentialité en ayant un 5 dans ton profil. Merci beaucoup pour ce podcast. Izzy, c'était vraiment trop chouette de t'avoir. Et du coup, pour te suivre ou pour te retrouver, est-ce que tu peux nous donner peut-être, je ne sais pas, ton site ou ta newsletter, comment on te retrouve? Alors le site c'est lesnouveautravailleurs.fr et ce que je vous invite à faire, bon vous pouvez lire les articles, mais je vous invite surtout à vous inscrire à la newsletter via un des formulaires qui est sur le site parce que la newsletter elle est tous les mardis et il se passe beaucoup de choses dans la newsletter par rapport au blog. Et après vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, c'est @lesnouveautravailleurs. J'ai une chaîne YouTube, un podcast du même nom, donc si vous tapez Les Nouveaux Travailleurs, vous trouverez. Et vu que j'ai mentionné le podcast célibataire, si ça vous intéresse, vous tapez podcast célibataire sur Google, je pense que vous tombez dessus. Il est hébergé sur Encore, donc c'est encore.com/podcast célibataire ou quelque chose comme ça. Bah, je mettrai toutes les infos en description. En tout cas, à bientôt et merci encore. Merci beaucoup à toi et à tous ceux qui ont écouté, c'était un plaisir aussi. Et voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus outillé et un peu plus inspiré pour pouvoir te lancer en toute sérénité dans le grand bain d'orientation. Si ces sujets de quête de sens t'intéressent, tu peux regarder tous les liens que je t'ai mis en description. Ils pourront te permettre de creuser toutes ces questions un peu plus en détail et de découvrir notre travail. En attendant, je te dis à très vite au bord du bassin.